courte paille, je crois, pour 4 personnes, on est 180 €. J'ai comment c'est possible qu'on finisse à courte paille avec 180 €. C'est un scandale, tu vois. J'adore ce podcast où j'ai commencé à parler de ouais, vas-y, on peut se payer un jet privé. Après, on se Faire plaint de courte paille. des prix de courte paille. Vraiment, on a la gamme entière, tu vois, c'est bien Ça. des problèmes, tu vois. Paul, comme à chaque fois, je commence par une question piège, notre podcast. T'as déjà plein d'argent, on sait que t'es riche. Combien d'argent faudrait-il aujourd'hui en plus pour changer ta vie? Et je vais répondre le truc un peu bateau, tu sais, que Ouais. normalement, et pourtant, c'est la vérité, je pense qu'il n'y a pas vraiment il y aurait pas vraiment de différence. Et c'est même, moi, j'ai un peu son gâchis, tu vois. Normalement, tu as même des trucs vraiment très cool, tu te dis, bon, par exemple, tu prends. Tu veux dire sur les dépenses. T'as du mal à dépenser parce C'est qu'en ça. fait, tous les trucs qui te coûtent beaucoup d'argent, tu te dis, en fait, j'aurais pu... C'est un peu. Même business, tu dis, pourtant, ça me coûte, dans le sens où c'est quand même beaucoup plus agréable, notamment quand tu voyages en famille. Et je me dis, putain, acheter business class pour 4-5 personnes, Ouais. t'en auras aller-retour, t'auras pour 16 000 € pour être un peu plus confortable pendant 10 ans de ta vie. À mon avis, plus pour 4-5 personnes. À mon avis... 4 000 € je pense. Non, t'as raison, c'est 4 000 €, je pensais un seul billet. Je pense qu'aller-retour, c'est vite, non? Ouais, je sais pas. Peut-être on peut le faire très vite. Mais bref, et en fait, pareil pour tout. Tu vois, les hôtels de 5 étoiles les normaux sont vraiment sympas, tu vois. Ouais. Après, quand tu fais des trucs beaucoup plus chers, ça devient un peu absurde, tu vois. Donc ouais, t'as un bénéfice marginal qui diminue. C'est ça. Ouais. Et qui vient même pour moi être un peu négatif, tu vois. Ouais. Où ça me fait un peu mal au cœur, tu vois. Il y a un côté... peut-être que c'est un blocage, et tu vois, mais pour l'instant, ça me... Ouais. Donc ce que tu veux dire, c'est que si tu gagnais x10 sur ta fortune actuelle, ça changerait pas forcément ta vie au quotidien parce que t'oserais même pas dépenser cet argent, ou en C'est tout ça. cas, t'aurais un mauvais feeling de le dépenser. C'est genre un mauvais feeling, c'est vraiment Ouais. ça. Et je pense aussi, t'as le truc qu'on a parlé plein de fois, c'est qui est vrai, c'est que t'as aussi une... Comment ça s'appelle? Trendlock, on s'appelle en français, un tapis roulant. Tapis roulant du Tapis roulant bonheur. du bonheur. Tapis roulant du bonheur. En Ah, fait, ça pourrait être une sitcom, tu vois, sur C'est- TF1, une sitcom française, tu vois, après Plus belle la vie. Le tapis tapis roulant du bonheur. C'est beau. Ça pourrait. Ça pourrait. Ce serait quoi le cycle aussi? Ce serait une famille. Non, il travaille, tu vois, dans une salle de sport. Non, c'est une famille qui tient une salle de sport, tu vois, il y a Ok. des dramas, il y a des trucs. Parce qu'aujourd'hui, les gens Tapis regardent roulant du beaucoup la bonheur. télé sur leur tapis roulant, tu Dans l'intro, quelqu'un se casse la gueule. vois. Ouais. Ok. On est à On est- 80%. On a un truc. On a un truc, on a un truc. Il est pas. Est-ce qu'il est bien? Non, parce que c'est anglais, mais on a un truc. Appelez-nous si vous travaillez chez France 3. Appelez-nous, ok. Donc on a pris, mais le tapis roulant du bonheur, ce serait le truc où, en fait, tout ce que tu as, tu t'y habitues et finalement, tu dis, ok, j'ai acheté une Tesla, mais finalement, bah, c'est juste une voiture Est-ce que maintenant. toi, quand tu as commencé à voyager en Asie, tu pouvais commencer à aller dans les 5 étoiles à 30 €? Est-ce que tu pouvais en vidéo les chambres? Tu faisais pas ça? Non. Non, moi je t'expliquais la chose. Ok. Je dis, putain, regarde. Il y a une baignoire, mec. Il y a une baignoire. C'est incroyable. Et ça, tu le perds, toi, il y a un moment, tu Ouais. arrêtes de le faire. Et donc, forcément, tu t'adaptes à tout. Et donc, de ce point de vue-là, tu as aussi un truc où après, c'est plus dur de revenir en arrière, je pense. Et t'as aussi, je pense qu'un truc que tu te rends compte, c'est. J'ai acheté plusieurs motos. Et à un moment, bon, j'ai les revendu. Mais tu te rends compte qu'en fait, plus t'attends pour la moto, mieux c'est. Ouais. En fait, quand tu vraiment, 6 mois à l'avance, tu te dis, putain, je vais me prendre cette moto, tu regardes des vidéos, tu t'attends et tout. Même Ouais. après, les premières fois, c'est sympa. Alors que si un matin, tu te réveilles, tu te dis, tiens, j'ai cette moto et tu l'achètes, c'est beaucoup moins bien, tu vois. Ouais. Donc, tu as aussi cette question d'anticipation qui compte beaucoup aussi, je pense. Donc la réponse est non, t'as maximisé l'argent. Moi, j'ai une vraie réponse. T'as une réponse, toi? J'ai Toi, réfléchi ça, à quelle qu'est-ce qu'il faudrait différence? pour changer ma vie. Moi, je suis un peu comme ça. En fait, moi j'ai un truc où, tu vois, les trucs qui m'intéressent dans la vie, c'est genre lire des livres et j'ai mes enfants et tout. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs qui sont très chers. Même, tu vois, si j'ai le temps, je joue un peu aux jeux vidéo, bah, tu peux acheter le meilleur truc de jeux vidéo pour, je sais pas, le meilleur PC que tu pourras avoir, c'est quoi, 5 000 € maximum, je pense. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas trop de... Ah, si, il y a des espèces de cockpits, là. L'autre jour, j'ai vu ça, un cockpit vibrant avec un écran qui fait le tour. Il y a peut-être encore des éléments, mais là, il y a un problème d'espace. Et je pense que j'aurais du mal à l'assumer. Honnêtement, le cockpit jeu vidéo qui m'entoure, j'aurais du mal à l'assumer. Mais en dehors de ça, je me dis, qu'est-ce qui peut vraiment changer, tu vois. Et même le problème, en fait, du côté business, bah, tu dois quand même aller dans la sécurité et tout. Je me suis dit, mais combien ça coûte vraiment de pouvoir voler en privé, tu vois. Tu veux faire que tes vols en privé. Et d'ailleurs, une fois, j'ai dit ça sur ma newsletter. J'ai reçu des commentaires de gens qui n'étaient pas contents. En mode, l'écologie et tout. C'est bon, les gens. Honnêtement, moi, je suis pas super écologiste. C'est de la science-fiction. Mais je vois un peu le truc quand même. Je vois le truc. Mais voilà. Pour l'instant, t'as pas c'est pris de la de science. prix On fait encore. juste le calcul, ok. On est là, juste là, dans C'est des notre maths. petit studio. Anticipation, tu vois. Mais je me suis demandé, en fait, concrètement, tu vois, en fait, quelle somme d'argent tu aurais vraiment besoin pour te dire, ok, tu t'es en privé, tu vois. Mettons, tu vois, c'est à 60 000 $ par vol en privé. Long courrier, tu vois, tu veux faire Là, c'est Asie, aussi, ouais. France, c'est à peu près ça. Donc, c'est à 120 000 quand même, aller-retour.
Tu veux le faire environ 4 fois par an. On voyage pas trop, mais on 60 voyage 000, quand est-ce même que un tu peu. penses que tu as vraiment un truc très confort ou c'est un truc encore un peu. Non, non, courir, c'est forcément confort. Il faut qu'il fasse le truc en C'est pas un très c'est grand encore jet, mais t'as quand même un jet un peu relativement. upstream. T'es pas dans le truc où T'es pas derrière dans t'as ton lit et Cessna, ta baignoire, mais t'es pas non plus dans ça. Parce que de toute manière, après, ils peuvent pas effectivement tu peux sur pas des faire les longs 12 vols, heures. etc. Et c'est là où ça commence à prendre environ entre 5 et 10 000 dollars par heure de vol. Donc si t'es sur un vol de 10 heures, c'est à peu près ça, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant, mais les vols les plus chers, c'est en Asie, bizarrement. Parce que je pense que c'est le moins intense comme marché, Ouais. c'est ça. Si tu voles 4 fois par an, tu as 4 allers-retours par an, tu es à 480 000 dollars par an de jet privé. Évidemment, tu ne peux pas être un truc où tu ne peux pas dans ta vie dépenser 600 000 dollars par an, 120 000 pour vivre et 480 000 juste pour Pourquoi jet pas? privé. Tu dis c'est complètement con. Mais oui, mais tu pourrais pas l'assumer. Tu peux pas dire 80% de mon budget, C'est pas marrant, quoi. c'est le jet privé. Tu peux pas l'assumer. Donc du coup, ça voudrait dire que pour pouvoir l'assumer, Tous les jours, tu bouffes tes petits batailles. Pas comme ça pour le jet privé. Ouais. voilà. Et après, donc je me dis, pour l'assumer, il faudrait au maximum que ça représente 20% de ton budget annuel. Moi, tu es sur un budget annuel d'environ 2,5 millions de dollars que tu vas dépenser. Déjà, je sais pas où tu les dépenses exactement, mais tu faut que tu dépenses 2,5 millions. En logement, on prend beaucoup de court terme, ça paye à la limite aussi. Quoi. Dont 500K en vol d'avion. Donc, combien est-ce qu'il faut avoir de fortune pour vraiment pouvoir dépenser 2,5 millions par an? Je me suis dit, en gros, tu peux dépenser environ 3%, tu vois, de tout ton argent qui a été accumulé. Enfin, moi, c'est la règle de base que j'utilise de base. Donc, on arrive sur 83 millions. Si tu es à 83 millions, tu peux te dire, c'est bon, je suis un mec maintenant qui vole en jet privé. C'est mon calcul, c'est ma réponse. Est-ce que tu penses, si tu y arrives un jour, est-ce que à ce moment-là, tu prends un jet privé ou pas? C'est quoi les chances que tu me donnes? Vas-y, EasyJet. Non, on met tout sur les bécars. Honnêtement, ouais. Parce que rationnellement, ce serait pas débile. Rationnellement, ça a du sens. Jet privé, c'est le seul luxe où je me dis, quand même, ça change le game. Ah, tu gagnes du temps. Parce que le truc, c'est tu dis, tu roules en Lamborghini, moi, ça me fait rien du tout. Même tu ça vois, voudrait dire que tu irais plus souvent en France, tu verrais plus souvent ta famille. Tu vois. Et simplement, tu gagnes du temps, t'es moins en galère parce que, tu sais, je pense, pour le coup, je me dis, vraiment, et le truc, c'est qu'effectivement, du coup, tu dis, ouais, le budget, il est énorme si tu le fais régulièrement. Après, tu peux faire des jets privés pour poster sur Instagram ou pour faire tes vidéos et pour dire, regarde, je vole en jet privé, en fait, t'as fait un vol de 1 heure, une fois, etc. Mais si tu veux vraiment le faire en termes de lifestyle, ça, pour le coup, je trouve, tout le reste, genre, tu vois, parfois, les mecs, ils parlent de, ouais, il a une baraque énorme et tout. C'est un plan en fait. C'est un plan en fait. T'es assis dans une chaise, tu vois. Moi, j'ai besoin de mon bureau, de mon lit. Je comprends pas l'intérêt d'avoir une baraque énorme. Parce que je vais faire quoi? Je vais faire du vélo dans ma baraque. Je vois pas l'intérêt, en fait, littéralement. Les bagnoles, moi, ça m'intéresse absolument pas. Et même, je trouve un truc très vrai aussi, c'est quand t'as une famille, t'as envie d'être en espace relativement où les gens se croisent, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, sur les bagnoles, moi, j'ai un peu une hot take, tu vois. C'est que les Ferrari, les Lamborghini et tout, en fait, c'est bien pour les gens qui sont devenus riches il y a 2 semaines grâce à la crypto, grâce au dropshipping. Moi, tu regardes les gens vraiment riches, qu'est-ce qu'ils ont? C'est une grosse bagnole noire avec des vitres teintées et ils ont un chauffeur. En fait, c'est beaucoup mieux d'avoir un chauffeur. Après, ici, finalement, tu as un chauffeur qui te conduit, ça ne demande pas beaucoup d'argent d'avoir une personne qui te charge. Parce que je pense que beaucoup de gens sont là, ouais, moi, ça m'intéresse pas les voitures. Enfin, tu vois, comme si sacrifier moi, ça m'intéresse pas les voitures luxe, ça t'intéresse pas. Quoi. Non, c'est un jouet. C'est pas un sacrifice, toi. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, tu vois, il y a aucun truc en fait où je me dis, ouais, ce truc cher, tu vois, les fringues, etc. Et sauf le jet privé. Le problème, c'est que le gap, du coup, est énorme, en fait. Parce que tu es là et tu dis, ok, bah, faut ajouter, faut faire encore. Fois 10 pour y arriver, quoi. Juste pour ce truc. Et tout le reste, tu t'en fous entre les deux. Moi, tu vois à quel point je vois encore tellement de jet privé, c'est que ça faisait genre 2 ans que je voulais acheter des caplas. Tu sais, je m'étais mis dans la to-list, acheter des caplas pour jouer avec mon fils, tu vois. Et à chaque jour, je regarde sur Amazon et je putain, 60 € de frais de livraison, c'est inacceptable, tu vois. Pour un produit qui coûte 30 €, tu vois, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et tous les 6, tu sais, moi, je me mets dans tout, je remets en fait. Checker encore dans 6 mois si ça a baissé pour une maison. Pourquoi ça aurait baissé? Ou si tu peux acheter, non, mais si tu peux. Ou s'ils ont sorti des câbles sur Lazada, en fait, en local en Thaïlande. Tu vois, c'est Shopee où tu peux trouver en Chine, peu importe. Je mettais. Et puis, c'est seulement il y a 2 semaines, je dis, je suis con, tu vois, j'ai envie de jouer au Capla avec lui, j'achète des Capla, donc je surpaye mes Capla. C'est ça. Mais on a joué au Capla ensemble, c'était super, tu vois. Et donc, tu vois, j'ai encore beaucoup à ce niveau-là, d'irrationalité. Bah, moi, c'est le même effet, tu vois, du mec qui gagne 600K et qui dépense 400K en jet privé, ça serait impossible, parce que tu dis le ratio est pas bon. Et tu dis dépenser 90 pour un truc pour jouer avec mes enfants, c'est bon, mais si 60 c'est juste les frais de sport, j'ai l'impression d'avoir gaspillé cet argent. Voilà. Il y a aussi un truc, je trouve, où quand tu sais que tu payes un truc plus cher que les autres, genre quand tu check, quand t'as un truc ici, et tu check, aux US c'est quand même 20% moins cher. Les 20% tu t'en fous, mais tu dis, ah ouais, je surpaye. Surpayant, c'est ça, c'est le temps ça. C'est pénible. Voilà. Et d'ailleurs, en Europe, tu as tout le temps cet effet parce que quand tu checkes les prix aux US, c'est hors taxe. Et donc, toi, tu t'as tout. Pourquoi tout est 20% plus cher? Bah ouais, mec, ça s'appelle la TVA. Aussi, quand tu vas en Europe, tu rajoutes sur tout le restaurant.
l'impression que tu vas avoir. Tu dis, putain, j'ai la même qualité, 4 fois moins cher en Chiang Mai. Surtout si tu vas à Paris au restaurant thaï et c'est un truc de luxe. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand un restaurant thaï c'est 80 € par personne? 80 personnes, t'as fait ça? Non, j'exagère. Mais pour deux, ouais. Mais par contre, non, tu vas genre à un truc. T'as quoi comme restaurant un peu. Buffalo Grill. Buffalo Grill, c'est genre 30-40 € par personne. Ouais. Et c'est pas censé être. C'est courte paille. Courte paille, ça m'a tué. Courte paille, je crois, pour 4 personnes, on est 180 €. J'ai comment c'est possible qu'on finisse à courte paille avec 180 €. C'est un scandale, tu vois. J'adore ce podcast où j'ai commencé à parler de ouais, vas-y, on peut se payer un jet privé. Après, on se plaint des prix de courte paille. Vraiment, on a la gamme entière, tu vois, c'est bien ça. Des problèmes, tu vois. Donc, sur le programme de l'épisode, en dehors de cette discussion, la différence entre les gens qui réussissent et les gros losers, ça c'est pour toi. La personne la plus importante dans votre business après vous, là c'est un truc un peu technique. Je fais une fiche de lecture aujourd'hui, c'est bon, je teste un format. Et après, on a une section que tu as labellisée fun. Alors c'est assez particulier d'avoir labellisé ça fun, qui est le top 5 des fiscs européens. Commence par les signes de comment est-ce que tu sais si une personne va réussir. Déjà, toi, est-ce que tu as des idées, des trucs qui viennent en tête directement? Exécution rapide. Une fois, j'ai rencontré un gars. À une époque, je faisais des dîners pour mes abonnés à Paris. Et les gens venaient, et puis je dînais avec 6 personnes, ils me posaient des questions et tout, tu vois. Et j'ai dû rencontrer comme ça une soixantaine de personnes. Il y a 2 personnes qui ont take action après m'avoir rencontré. La plupart, j'en ai jamais entendu parler. Tu vois. Parce qu'en fait, généralement, ils me posent des questions, je leur donne des conseils. Il y a un gars, 90 jours après, il dit « J'ai suivi ta méthode des 90 jours, j'ai suivi les conseils que tu m'as donnés, j'ai lancé ma chaîne YouTube. » Ça a commencé à faire des revenus et tout en 90 jours. Donc, il avait vraiment appliqué ce que je lui ai dit et vraiment rapidement, il allait follow-up avec moi. Parce qu'évidemment, tu vois, tout le monde kiffe quand tu follow-up, mais personne ne le fait. Personne ne follow-up sur les conseils qu'on leur a donnés. Et ce gars-là, à l'époque, il faisait un truc un truc intéressant, tu vois, mais qui n'est pas encore énorme. Je dis, ce gars-là, il est dans le 0,1% des gens. Il va cartonner sur quelque chose. Déjà, il fallait être dans le 1% des gens, probablement pour être à la rencontre abonné, tu vois. Et ensuite, pour réussir. Et ouais, effectivement, aujourd'hui, il a surcartonné un truc. Mais ça, je l'ai vu immédiatement parce que c'est le seul qui a follow-up, en fait. Et personne ne le fait. Donc, le follow-up, mais plus que le follow-up, c'est vraiment le truc de pouvoir passer à l'action rapidement et pas d'un point de vue intellectuel. Tu lui as dit un truc, il était à 0, il n'avait pas lancé sa chaîne YouTube. 12 semaines plus tard, il avait lancé sa chaîne, il avait sorti 10 vidéos, il avait 2000 abonnés et tout. Ça, pour moi, c'est vraiment le point clé. Et après, je pense qu'il y a un point de à quel point est-ce que les gens peuvent encaisser ce qui va pas, en fait. Il y a des gens, ils sont en mode, ils ont fait leur première vidéo, tu vois, je prends du YouTube. Ah, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe, ma vidéo et tout. Je mec, enfin, YouTube, tu vois, il y a une variance. Ouais. Une vidéo, ça veut rien dire. Faut au moins encaisser une quinzaine de vidéos avant de commencer à te plaindre. Ouais, ça rejoint un peu le truc que je parlais là-dessus par rapport au problème, quoi. Parce que ça va chaque setback va te... Pour moi, c'est ces 2 éléments. Et que je vois moi-même, tu vois. Parce que je pense qu'en termes de vélocité d'exécution, je suis assez bon, mais je suis pas le meilleur. En termes de follow-up, je suis assez bon, mais je suis pas le meilleur. Et ça, c'est un truc où je me dis, les fois où j'ai vraiment été bon et j'ai vraiment cartonné, c'est ces moments où je l'ai eu. Tu meilleur avant ça ou c'est qui est stable? Non, je pense pas que j'étais meilleur avant nécessairement. En fait, je pense qu'il y a des moments où je me suis laissé porter par un truc et j'ai été vraiment dans l'exécution, et des moments où j'ai été trop lent pour exécuter, et du coup, j'ai surréfléchi, en fait. Ça, je pense que c'est le truc avec moi, c'est en mode, c'est fun, en fait, de jouer avec les idées, de réfléchir, de piguer, de brainstormer, etc. Mais en fait, tu peux devenir addict à ce truc, et en fait, surréfléchir à un projet qui aurait dû juste être bourriné un peu bêtement. Et là, je pense qu'on retrouve sur le schéma, tu sais, de la midwit curve, quoi. Le mec qui bourrine un peu et le Jedi, c'est un peu juste des gens qui vont tester le truc rapidement et au milieu, tu surintellectualises. Et moi, je pense que de temps en temps, je tombe dans ce piège, pas toujours. Et donc, les trucs que j'ai fait qui ont marché, tu vois, quand tu regardes le début de ma chaîne YouTube, c'était pas très glorieux. Hein. Miniature de merde, titre un peu pourrave. Je me sens du squelette en scan. Là. Le squelette en scan, tu vois, framing, le branding absolument ridicule. Et les gens recommandent sur mes vidéos, ils disent ouais, ta diction, elle était bizarre. Parce que j'avais une voix un peu étonnante. Bienvenue sur le rayon X marketing. Aujourd'hui, c'était parce que tu faisais des podcasts avant. Parce que je faisais des podcasts et parce que j'avais un peu le même truc que toi, c'est-à-dire je parle trop vite et donc j'articulais pas. Donc du coup, je surcompensais et le podcast, mais effectivement sur la vidéo, ça avait l'air bizarre. Et du coup, du coup, je me suis dit, je vais faire des vidéos, on s'en fout si personne les regarde. En fait, j'avais des ambitions qui étaient assez basses et c'est ça qui a permis au projet de marcher. Versus quand je me dis, ok, il faut qu'on fasse un truc, mais que ce soit bien directement. Bah là, du coup, potentiellement, je perds en fait cet élément d'exécution rapide. Ok. Toi, quels sont les éléments que tu as remarqués à ce niveau-là? Je pense que les 2 que tu as donnés sont excellents. Moi, j'ai mis vélocité, mais c'est ça en fait. Des gens qui agissent rapidement, qui étaient rapidement sur ça, et que justement, quand ça fonctionne pas,
ils passent pas. Et non, tu passes pas Ils le prennent 30 pas ans. personnellement, en C'est fait, ça, tu vois. c'est exactement ça. Est-ce que tu prends... Parce que, en fait, si t'as fait un projet qui n'a pas marché, c'est juste l'univers, tu vois. C'est pas grave, t'as fait un Pas projet ton qui va ego marcher. qui est. C'est pas toi, c'est pas un jugement sur... Si les gens regardent pas ta vidéo, c'est pas un jugement sur toi, tu vois. C'est juste, t'as pas eu le bon titre, t'as pas eu la bonne miniature. Et ça, je pense, surtout sur du contenu, tu vois, c'est encore plus facile de le prendre personnellement. Mais en fait, faut rien prendre personnellement, quoi. C'est juste un T'as envoyé un produit, truc, est-ce qu'il ça y a va un fonctionner. truc, market, tu vois. C'est tout. Et plus tu peux avoir ça, mieux ça marche. Et c'est ça, je pense que les deux sont liés, ça t'aide à avoir de la vélocité parce que du coup, tu flippes pas de lancer un truc qui marchera pas. Si j'ai fait un truc de merde, ah bon, bah j'ai fait un truc de merde. C'est pas grave parce que c'est pas moi, t'as pas à en souffrir en fait. Je te l'encore. Ouais. Un truc que je mets, mais pas de commentaires négatifs sur YouTube. Je pense que de base, si tu poses des commentaires un peu négatifs sur. En fait, Ah, si tu postes des commentaires négatifs sur YouTube, c'est que tu vas échouer dans la vie. t'as un temps limité dans cette vie. T'as plein de trucs que tu C'est peux un faire. message pour les gens qui nous C'est ça. regardent. Tu vois, je me protège. Je me protège. Non, mais tu vois, t'as une infinie possibilité dans ta vie. Tu vas faire plein de choses. Toi, t'as un temps, la vie est courte. Et tu vas choisir de regarder un truc que t'aimes pas pour ensuite laisser un commentaire négatif. T'as un truc que t'aimes pas, tu pars, tu t'enfuis, quoi. En lisant ça, je pensais que tu voulais dire si ta chaîne YouTube n'a pas de commentaires négatifs. Et c'est vrai que quand ta chaîne YouTube commence à avoir des commentaires négatifs, c'est là où tu sais que tu commences à popper. Bah, Ça je veut pense dire qu'il y a que un nombre de gens. Ouais. tu as une viralité Ouais. et ta chaîne commence à toucher des gens qui sont pas, toi, les gens évidents, etc. et qui pushent back vers ce que tu as. Et c'est souvent un bon indicateur sur une vidéo si tu as des commentaires négatifs. Mais bon, toi, tu le vois dans l'autre sens. T'as une question, t'as un truc sur poser des questions. Si les gens posent des questions connes, c'est une mauvaise chose. Bah, je pense que dans toutes ces questions qui sont, les questions pas spécifiques, toi. Ou un truc du style, Yomi, est-ce que tu penses que lancer un business dropship en 2024, c'est une bonne idée, toi? Ouais. Alors qu'il y a un milliard de contenus de base qui répondent à cette question. Et au contraire, plus la question est vraiment spécifique, tu sens qu'après, en fait, la personne a vraiment à identifier, c'est ça qui le bloque, et il pense qu'il peut avoir l'information via là, c'est intéressant. Mais plus c'est un peu large et un peu, est-ce qu'il lancer un business en ligne en 2024, c'est possible? Et qu'est-ce que tu attends comme réponse, toi? Il y a aucun. Tu n'arrives pas grand-chose à faire. Et notamment beaucoup de gens qui attendent de l'aide, ou aussi beaucoup de gens qui veulent à tout prix trouver des mentors, en fait. Et je pense que ça revient un peu avec cette idée de protéger son ego et de pas avoir forcément confiance en soi. Et toi, de chercher un peu des coachs, Chercher une bonne réponse, en fait. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans le domaine de la formation. Miracle, les gens veulent, en fait, un truc où ils n'ont pas vraiment besoin de réfléchir, ils peuvent juste suivre parce que ça les rassure. Un truc totalement linéaire. Ce qui, évidemment, est contradictoire parce qu'en fait, c'est un truc qui est totalement linéaire et totalement réplicable. Bah, du coup, tout le monde le ferait, donc du coup, l'opportunité, elle disparaît. Et donc, il faut forcément que la personne, entre les compétences que tu lui donnes et le business qu'il va faire, c'est lui qui a l'initiative de bridge le gap entre les deux, de creuser, de remplir justement ce trou. Et effectivement, les gens qui attendent trop de certitude, en fait, qui sont pas confortables avec l'incertitude, qui sont pas confortables de dire, on va faire un truc, il y a 30% de chances que ça marche. Et c'est l'action qui va amener la réponse, en fait. C'est aussi comprendre que c'est l'action qui va amener la réflexion et pas l'inverse. Tu peux pas tout prévoir à l'avance. C'est un peu la mentalité du parieur, tu vois. Un truc à 30% de chances qui marche, mais si ça marche, ça va changer ta vie, bah fais-le. Et fais-en 12, et sur les 12, il y en a un qui marchera. C'est vrai parce que c'est exactement la mentalité sur nos produits Lead Complete, toi. C'est en fait, si tu prends un nouveau produit en isolation, un peut échouer, mais si tu en fais 100 et que tu as 80% qui marchent, bon, bah les 20% qui ne marchent pas, ça vaut le coup. Mais c'est dur à comprendre pour les gens parce qu'effectivement, si tu as un qui ne marche pas et que ça te tue, bah tu t'arrêtes là et c'est fini, quoi. Ouais, tu pourrais même dans une mentalité où en fait, même si ton projet avait une chance sur 10 de marcher, donc majoritairement il va échouer, ça reste quand même un bon projet si l'upside en fait il est suffisant. Et ça, c'est une mentalité un peu de parieur en fait. Aussi, hein. Et ça, je pense que. Et c'est plus facile en fait si tu peux encaisser cet échec justement et pas le prendre personnellement. Je pense que tout ça c'est lié sur cet élément-là. Mais créer ce détachement par rapport au business, c'est vraiment ultra important. T'as marqué obsession et t'as marqué sharp. Bah, obsession, c'est assez évident, c'est les gens qui ont capacité à s'intéresser vraiment à quelque chose. À vos obsessions. Et toi, s'ils sont intéressés à des obstacles un peu random ou des sujets précis, je pense que c'est très bon signe. Ils arrivent à se plonger dans quelque chose vraiment. Et par exemple, si un gars prend une semaine de congé maladie pour être obsédé par un jeu vidéo, ça marche? C'est une très bonne question, peut-être que je vais prendre comme ça, je vais prendre quoi. C'est vraiment en fait, c'est un peu focus 80 heures, oh là là. T'es promu 80 heures, il reste ça, c'est l'éthique de travail, elle est là, quoi. Mais malheureusement, je pense que le boulot donne moins de dopamine que jeu vidéo, donc je sais pas. Donc, peut-être mais par contre, j'y crois assez, de façon générale, les gens qui sont bons en jeu vidéo, je pense que c'est aussi un truc, toi. Parce que pareil, t'as dû avoir un feedback loop, d'apprendre tes erreurs et t'acharner un peu. Mais le problème que beaucoup de gens qui sont bons en jeu vidéo, c'est qu'en fait, ce qu'ils disaient, ça n'a pas le même cycle de dopamine dans le travail, toi. Donc, le travail paraît fade parce que tu dois attendre 3 mois pour avoir du stage. Il faut prendre les gens qui étaient dans les jeux vidéo mais qui ont arrêté. C'est ça. Mais qui ont compris qu'ils voulaient utiliser qui voulaient faire autre chose. Que du coup, cette capacité de focus, je pense que le jeu vidéo est quand même un truc où ça développe ta capacité d'attention, surtout si tu compares aux autres trucs que les gens peuvent faire, tu vois, genre regarder TikTok ou des tweets ou des machins, tu vois, des trucs le jeu vidéo, tu peux quand même te plonger pendant des heures dans quelque chose, vraiment essayer de comprendre c'est bon à quoi tu joues, mais potentiellement.
Et je pense que les gens qui ont cette capacité, mais qui ont dit, ok, bon, ça, au contraire, tu vois, ils sont obligés de se distancer parce que ça les happe trop, ils vont se faire happer par quelque chose d'autre. Ça, c'est toute la théorie de la dopamine détox. Hein. Les gens sont très contre ce truc parce que d'un point de vue scientifique, ça veut rien dire. Enfin, tu vas pas détoxer ta dopamine, ça veut rien dire. Mais le concept, c'est que tu te fais happer dans quelque chose, tu vas te faire happer dans le truc le plus fort qui est disponible. Et si le seul truc le plus fort, c'est un truc bien, tu vas te faire happer dedans, en fait. Parce que les gens, en fait, avant l'époque moderne, ils se faisaient déjà happer dans le truc. Tu vois, il y avait des gens, ils étaient genre addicts, ils jouaient aux cartes et tout, toute la journée, ils perdaient tout leur argent aux cartes ou je sais pas quoi. Et tu dis aujourd'hui, mais comment est-ce que tu joues Non, c'est le truc qui est au le plus, poker? plus C'est haut. juste le truc le plus Et on addictif discutait, c'est qu'ils ont, du quoi. coup, pour procrastiner, tu peux avoir un mur pendant 5 minutes. Ouais. Vraiment, le second truc le plus intéressant, ça devient le travail, Ouais. hop, tu le fais, quoi. Je suis d'accord. Et, T'as marqué Sharp. et après, Sharp, c'est un peu son discuter. Parce que j'avais pas mis initialement, en fait, il y avait cette vérité-là aussi, c'est que si la personne, tu sens qu'elle carbure rapidement, tout va être plus facile, quoi. Ça garantit rien. Parce qu'il y a un peu, je pense, la volonté de pouvoir qu'on est tous égaux et autres. Non, il y a quand même des gros écarts à ce niveau-là, et que pour certaines personnes, ça va être facile d'avancer de ce point de vue-là. Dans la section suivante, j'ai une chronique, j'ai lu un livre vraiment intéressant via du coup la newsletter de Ryan Holiday, le fameux auteur sur le stoïcisme, qui s'appelle The Gatekeepers. C'est un livre sur les chief of staff du président américain. C'est un peu le numéro 2 du président américain. Je pense que je sais pas si c'est l'équivalent du premier ministre, pas exactement, mais parce qu'il il fait pas vraiment officiellement partie du gouvernement. C'est juste une position informelle qui sert à gérer en fait toute la Maison Blanche. Et la raison pour laquelle j'ai été particulièrement impacté par ce livre, c'est parce que moi, à un moment donné, j'avais plein, comme toi, de direct report. À un moment donné, il y avait 9 personnes qui devaient me parler toutes les semaines pour savoir quoi faire. Enfin, c'était un peu... Ouais, j'arrivais sur les appels, j'étais totalement déscombulé. Tu fais quoi déjà? On en est où sur le projet? Je servais à rien parce que du coup, j'arrivais pas à avoir une visibilité de où ils en étaient la semaine dernière, où ils en sont la semaine prochaine, etc. Donc du coup, ma vie a changé quand j'ai mis en place une personne qui était en charge de gérer toutes les autres personnes dans le C'était business. combien de temps, ça? Mis ça en place? Il y a 2 ans et demi peut-être. D'accord. Et donc du coup une personne qu'on appelle, chez nous on l'appelle surtout intégrateur. Ici on utilise la terminologie d'un bouquin qui s'appelle Rocket Fuel, horrible titre ce bouquin. Et donc du coup c'est un bouquin qui raconte tous les derniers présidents américains, en commençant par Nixon jusqu'à Trump. Du coup le chapitre sur Trump c'est le bordel absolu dans tous les sens, sans surprise. Et là, vraiment, tu vois dans la coulisse. Et tu vois dans les coulisses. Et en fait, ils ont interviewé tous les chiefs of staff. Donc, ils racontent en fait l'administration du point de vue des chiefs of staff et lesquels ont marché, lesquels n'ont pas marché, lesquels se sont fait virer, comment ils font, comment ils opèrent, etc. Et il y a des leçons. Et en gros, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont une espèce de confrérie, en fait. Tous ces gars-là. Et ils s'appellent et ils discutent. Et genre, quand Obama est rentré dans la Maison-Blanche, il a réuni tous les derniers chiefs of staff qui étaient encore en vie. Parce que chaque président, tu vois, on a eu parfois 2 ou 3. Et ils sont venus là pour faire une espèce de mastermind et donner du conseil aux nouveaux mecs qui arrivent. Et donc, ils ont un peu codifié une espèce de manière de faire qui n'est pas toujours super intuitive. Donc, la première, c'est que le chief of staff doit être super puissant, en fait. C'est-à-dire que s'il n'a pas une autonomie totale sur tout, ça ne marche pas. Et donc, il y a une citation de Nixon qui est géniale au départ, où il fait « Dorénavant, Haldeman est le grand bourreau. Ne venez pas vous plaindre auprès de moi quand il vous dit de faire quelque chose. Il le fera parce que je lui ai demandé et vous devez l'exécuter. » Nous avons vérifié, nous avons découvert que 96% de la bureaucratie sont contre nous. Ce sont des salauds qui sont là pour nous nuire. Donc la dernière phrase, c'est juste la paranoïa de Nixon qui du coup va se faire défoncer pour ça. Et pour redonner du contexte, Nixon, c'est le gars qui aimait bien sortir sa bite pour les réunions. Donc ça donne un peu de contexte sur le genre de gars que c'était. Toi, on nous dit Trump c'est nouveau, Trump c'est barré. Apparemment, Nixon, il y avait moins de caméras, mais c'était aussi... Il y avait moins de caméras, mais il y avait des micros. Le micro. Donc, oui, ce qui passait, donc... Nixon, il voulait écrire ses mémoires. Il dit, je vais documenter, je suis un grand président, je vais écrire mes mémoires, etc. Donc, il lui avait mis un petit dictaphone dans son bureau qu'il devait faire. Mais apparemment, il était absolument nul en tech. Et apparemment, il était incapable d'opérer la moindre machine. Donc, il avait un dictaphone avec un bouton play et un bouton enregistré et un bouton stop. Il effaçait le truc, ça marchait pas. Il n'arrivait pas à s'en servir. Du coup, il lui a installé un système dans son bureau qui enregistrait tout ce qui était dit. Je sais pas comment ils ont fait ça dans les années 70, mais c'était activé par voix. Donc, dès que quelqu'un parlait, c'était enregistré. Il y avait des trucs qui étaient enregistrés. Pour la postérité de ses mémoires, etc. Sauf que plus tard, Nixon fait le Watergate, il envoie des gens essayer de mettre des micros dans le QG des démocrates lors d'une élection. Et après, ils se font choper, c'est la débâcle totale. Et lui il est là dans son bureau, il fait « Ouais, ok, on va leur donner de l'argent pour qu'ils dénoncent pas et tout. » Tu vois, tout enregistré. Donc du coup, il se fait démonter par cet élément-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est le premier à vraiment avoir cette idée, enfin pas le premier, mais dans le livre, il est le premier, à avoir cette idée de dire « Ok, ça marche si le chief of staff il est vraiment puissant, il a une espèce d'autorité totale sur tous les autres. Dès qu'il y a d'autres personnes qui ont accès au président sans passer par le chief of staff, ça part en couille automatiquement. Ça casse. Ouais. Parce que le rôle numéro 1 du chief of staff, c'est de contrôler le flux d'informations qui rentre et qui sort chez le président. Et il y avait des présidents qui étaient un peu, notamment Jimmy Carter, qui est un peu en mode
ouais, on va faire un truc sympathique, on va faire ils appellent ça hub and spoke. Donc, t'as le mec au milieu, et après, c'est comme une roue de vélo, il y a tous les gens autour qui vont parler au président, etc. Et ça, c'est directement catastrophique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que différentes personnes parlent au président, et ils ont tous différents trucs qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, selon qui a vu le président en dernier, ils peuvent le chauffer, etc. Il n'y a personne qui peut condenser tout et synthétiser. Euh, et sur cet élément-là, il y a une citation qui est marrante, qui vient de Eisenhower. Ne m'apportez jamais une enveloppe scellée. Rien, décréta-t-il, ne devait arriver au président sans avoir d'abord été examiné par quelqu'un en qui il avait confiance. Donc quelqu'un qui doit en fait prendre toute l'info, la filtrer et la retransmettre au président. Ça, c'est un rôle central. L'autre rôle central qui revient tout le temps, c'est être capable de dire au président ce qu'il ne veut pas entendre. Il faut que tu aies une personne dans la boîte, enfin dans l'organisation, mais dans la boîte, qui peut vraiment dire au président, ça va pas. Et moi, je pense que tu vois, dans mon équipe, ça manque un peu. Parce que tout le monde est un peu en mode, Stan, il a créé le truc à partir de zéro, c'est lui qui est sur la chaîne YouTube, c'est lui qui a recruté tout le monde, il était là avant tout le monde. Donc, bah, s'il dit un truc, ça doit être bien, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me manque et que j'ai envie de vraiment d'essayer d'instaurer. T'as une citation de Obama. Chacun de ces gars, à différents moments, m'a dit quelque chose qui m'a énervé. Ils n'avaient pas toujours raison, parfois c'était moi, mais ils avaient raison de faire cela, parce qu'ils savaient qu'ils devaient me dire ce que j'avais besoin d'entendre, plutôt que ce que je voulais entendre. Et après, il regarde le gars qui va être le nouveau chief of staff de Trump. C'est la fonction la plus importante d'un chief of staff. Les présidents en ont besoin. Et j'espère que vous ferez ça pour président Trump. Bonne chance avec Trump. Ouais, il a pas réussi. Ouais. Spoiler alert, il a pas réussi. Mais tu vois, il y a un truc où Obama il dit ouais, parfois ça m'a fait chier et tout, qui me dit ça, mais il fallait au moins une personne parce que sinon, bah, tout le monde c'est ouais, ok, monsieur président, il peut vraiment faire de la merde. Un autre rôle important, il y a un peu une dynamique good cop, bad cop. Donc là, c'est un mec qui s'appelle Panetta qui dit Monsieur président, vous devez avoir un chef de cabinet, donc chief of staff, qui peut être votre fils de chien. ChatGPT a traduit ça fils de chien. En gros, c'est fils de pute dans la version origine. SOB en anglais. Donc, il doit être le fils de pute quand des décisions difficiles doivent être prises. Vous devez être le bon gars. Cette personne doit aller se fighter avec les gens. Donc, c'est la personne qui doit aller fighter avec la presse. C'est la personne qui doit aller fighter avec le Congrès, avec le machin. Comme ça, le président peut rester un peu, ah ouais, le mec sympa et tout. Et il y a un gars qui est là, qui est en fait le bourrin, l'exécuteur, etc., comme dans Nixon. Donc, on a parlé du fait que la hiérarchie flat, ça marche pas. Il y a aussi un truc sur qui fonctionne bien en tant que chief of staff. Les gens qui sont un peu habitués à être le boss, ça marche pas. Donc souvent, en fait, ils ont des gens qui sont quand même haut placés. Mais quand c'est un gars qui était avant gouverneur, etc., ça marche pas parce qu'il est habitué à lui prendre ses décisions. Alors qu'en fait, le chief of staff, s'il est perçu comme lui ayant trop d'opinions, en fait, tous les autres ne lui font pas confiance pour être la personne qui va honnêtement transmettre au président, et donc du coup ils essayent de le contourner. Et dès qu'ils le contournent, ça devient absolument le bordel directement. Donc en gros, personne ne doit rentrer dans le bureau du président sans passer par le chief of staff, mais du coup le chief of staff doit être une personne qui est très à l'aise dans cette position numéro 2, et pas une personne qui va pouvoir prendre le contrôle. Mais pourtant, ça qui est le paradoxe, c'est que il peut pas être le boss, ils appellent ça le principal dans le bouquin, un peu comme dans principal agent, tu vois. Il peut pas être le principal, ça va être un agent, mais il doit être super puissant, il doit être capable d'écraser les autres, capable de les fighter, parce que sinon il se fait dominer. Tu vois, il y a des mecs qui se font dominer genre par le secrétaire d'État, etc. Notamment le chief of staff de Trump se fait dominer par genre Ivanka Trump, Steve Bannon, etc. Il peut rien leur dire. Il peut rien leur dire. Ouais. Et du coup, tout le monde passe au président et ont des instructions différentes. Genre, il y a différentes personnes qui font des négociations avec les Israéliens en même temps, c'est le bordel. Et du coup, il faut qu'un mec qui est ultra puissant, qui soit capable de gueuler sur les gens potentiellement, de les fouetter, etc. Mais qui est en mode, je serai toujours le numéro 2 et je travaille pour le président. Est-ce que tu penses pas du coup que c'est un peu une licorne en fait? C'est ça, c'est là je pense que c'est vraiment dur. Et c'est là où un des insights incroyables du livre, c'est qu'au plus haut niveau, c'est le bordel en fait. C'est le bordel. Il y a des moments où ça marche bien, mais il y a plein de trucs où c'est en mode, ouais, ça fait 1 an et demi qu'il est président, il n'arrive rien à faire, aucune législation passe, il n'arrive pas à faire les mecs se fight, etc. Et c'est au plus haut niveau de l'organisation. C'est très dur en fait, ces problèmes d'humains. Et c'est que les trucs que nous on connaît, quoi. Des trucs d'ego, de machin. Encore pire chez eux parce qu'il y a encore plus d'ego et c'est plus dur de dominer des gens quand ils ont un profil national, tu vois. Moi, j'ai fait ça, j'ai essayé 3 fois, je crois. Dans les 3 différents plans de discipline. Mais à chaque fois, ça a échoué. Déjà parce que quand quelqu'un arrive et nouveau, en fait, la personne n'a pas l'autorité parce qu'en fait, elle est au courant de rien, tu vois, elle doit apprendre et qu'il manque ça. Et aussi que justement, son le range de ce que tu attends de la personne est très très énorme. Que tu sois quelqu'un vraiment très compétent à plein de niveaux, qui soit capable de prendre des décisions, qui soit capable de bien communiquer. Et à chaque fois, en fait, c'était j'attendais trop de la personne et donc on a arrêté. Quoi. Donc il y a un terme qui est marrant, ça s'appelle honest broker. Donc c'est un intermédiaire honnête. Il doit être un honest broker, ça veut dire que tout le monde doit lui faire confiance pour dire il va pas, je peux faire passer l'info par lui, il va pas tu vois, déformer l'information du président, etc. Je peux faire confiance à cette personne, sinon tout le monde essaie de le contourner.
à plusieurs moments, il y a un président qui arrive, je crois, c'est le cas pour Bill Clinton, et là, genre, tu vois, une personne avec qui il a quand même, tu vois, il a fait 35 ans, ils étaient ensemble, c'était son chef de staff quand il était gouverneur en Arkansas, je crois, Bill Clinton. Il le fait venir avec lui à la Maison-Blanche. Tu dis, bah, du coup, ils ont un historique, etc. Et ça marche jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas capable d'être le bad cop et de fouetter les gens qui sont là, qui sont aussi potentiellement des proches. Donc, en fait, c'est que des gens qui ont commencé ensemble. Et d'un coup, le mec doit dire, fait, toi, tu dégages, etc. C'est difficile de dire à une personne qui a été avec toi pendant 20 ans et qui t'a fait monter à la Maison-Blanche, tu Maintenant, t'as dégages. plus là. Donc, du coup, il n'arrive pas à faire son rôle. Il n'arrive pas forcément à dire la vérité au président parce qu'il est trop proche du président pour pouvoir lui dire, écoute, là, tu déconnes, c'est pas bon. Aussi, il est trop dur à virer. C'est-à-dire que, pareil, si un mec, tu t'as comme avec lui pendant 35 ans, et maintenant vous êtes à la Maison-Blanche ensemble, c'est dur de dire au bout de 6 mois, en fait, ça marche pas, il faut que je vire cette personne. Tu dis, bah non, je peux pas abandonner un mec au bout de 6 mois avec qui j'ai fait 35 ans, donc il vaut mieux, en fait, pas prendre une personne de longue date. Il y a aussi un élément où un outsider ne fonctionne pas. Donc, parfois, tu as un président qui va rentrer qui est un peu un outsider, genre Trump ou des gens comme ça qui n'ont pas trop travaillé dans le. Obama a un peu fait une campagne à ce niveau-là. Ils sont pas montés dans le système, ils n'ont pas été vice-président, ils n'ont pas été à la Maison-Blanche, etc. Genre, Obama, c'était juste un sénateur. Et si cette personne arrive, il doit obligatoirement prendre un chief of staff qui est un insider Washington, qui connaît toutes les magouilles, qui va dîner avec tout le monde, qui connaît tous les trucs, etc., pour contrebalancer. Et en fait, c'est un peu le paradoxe, c'est que si le président il arrive, il est un peu outsider, je vais renouveler Washington, et du coup, bah, je vais. Il faut un insider pour savoir comment Ouais. faire fonctionner à l'intérieur. Mais s'il est trop idéaliste et il veut tout renouveler et prendre que des gens, tu vas faire monter ses propres personnes, en fait, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à communiquer avec le reste, et il y a trop de trucs de sous-marins, de leviers, en fait. Et ça, c'est un truc qu'ils disent au départ sur Trump. C'est en gros, Trump, il disait, ah, on fait un truc, et en fait, personne ne savait comment l'implémenter, en fait. Ou alors, c'était des fiascos, etc. Et finalement, le dernier point, et ça, je pense que, en tout cas, j'espère que c'est spécifique juste à la question de la Maison-Blanche, c'est que souvent, c'est décrit comme étant un job horrible. Pire job au monde, tu vois, où t'es réveillé toute la nuit. Mais après, t'es réveillé toute la nuit, il y a des attentats, il y a une crise dans tel ou tel pays, etc. Et comme ça, comme un job extrêmement, extrêmement dur. Bon, du coup, c'est le sens de la mission. Ouais, c'est ça, le sens de travailler avec Obama, le sens de servir, de changer vraiment le truc. Mais en fait, genre, si un gars, là, il dure 5 ans, donc s'il était là au départ, il arrive sur le deuxième mandat, c'est une longévité incroyable. La plupart durent 1 an et demi, 2 ans maximum. Mais là, je pense que c'est plus un facteur de l'environnement dans lequel il se trimballe, c'est-à-dire la quantité de complexité qu'il y a et les gens. Ils doivent réagir à toutes les news, tu vois, et beaucoup, c'est pas eux qui le contrôlent, genre des guerres, des attentats, etc. Et voilà. Et donc, du coup, c'était un livre qui m'a vraiment fait réfléchir sur la manière dont je gère l'équipe et ce rôle, tu vois, là. Et je pense que moi, les takeaways spécifiques que j'en ai pris par rapport à là où moi je suis, c'est que je pense que la personne qui gère l'opération avec moi peut jouer plus ce rôle de bad cop, en fait. Parce que parfois, c'est moi qui joue bad cop, parce que moi, ça me dérange pas de jouer bad cop, de me paracher dans un truc et dire, ok, là, ça déconne, etc. Le truc, c'est que je peux pas le faire tout le temps. Et je pense que, justement, avec moi, il doit être plus souvent capable de me dire, écoute, ouais, Stan, tu fais un truc, mais je sais pas trop si ce que tu me dis, ça a du sens, pourquoi tu fais ça, de me challenger un peu plus, et de pas supposer que parce que je dis un truc, en fait, parfois, je dis un truc, tu vois, mais j'ai pas forcément réfléchi. T'as pas tout le contexte. J'ai pas tout le contexte, j'ai pas forcément réfléchi tant que ça aux éléments. Et donc, il y a des points, évidemment, où il va me challenger. Tu vois. Parfois, sur des points stratégiques, j'ai l'impression que, bah, comme forcément, c'est moi qui les sais mieux. Et c'est vrai que c'est moi qui les sais mieux, mais le fait d'avoir une personne qui te challenge, c'est utile. Et donc, parfois, tu peux le faire dans un mastermind, par exemple, où je parle à d'autres personnes entrepreneurs qui peuvent me challenger. Mais ils peuvent te challenger uniquement s'ils comprennent tout ton contexte. Et donc, ils ne le comprennent pas forcément. Est-ce que tu vois, tu devrais faire plus de vidéos et tu devrais faire plus de pubs, par exemple. Peut-être qu'il y a une raison X ou Y. Voilà, c'est 2 points que moi j'ai eu. Et finalement, le troisième point, c'est assez rassurant de dire, ouais, c'est dur, quoi. C'est le bordel, même pour eux, c'est compliqué. On transitionne sur le top 5 des fiscs européens. C'est ça, vous l'attendez tous. Ouais, on l'attend tous. Vous l'avez pas encore jamais eu, je pense, c'est la première fois qu'on entend ces mots là ensemble. Ouais. Donc, en fait, pour le contexte. Il n'y a pas des articles BuzzFeed, le top 5 des fiscs européens. Truc sur ta boulette. C'est ça tape du clic, ça. Les CPM sont excellents, quoi. Ouais. En nous, c'est plus que 5, je crois. On peut avec la télé dans 12 pays différents, on peut avec des contacts plus ou moins avec tous. On va prendre que les plus gros, c'est les plus intéressants. Est-ce que tu commences par le pire ou le meilleur? Il faut commencer par le pire. Le pire. Attends. Ouais, faut commencer par le pire. Commencer par le pire. Ok, le pire. Numéro 5, HMRC, qui est le fisc UK. Ok, je m'attendais pas à ça. Ah si, c'est les pires. Parce qu'ils nous ont volé de l'argent. C'est incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait surpayé 30 000 sur un trimestre en TVA, et on avait sous-payé 30 000 sur un trimestre. On se dit, bon, on fait la différence, et je crois qu'il y a peut-être 100 € de différence, on paye les 100 pounds plutôt. On se dit, ça fait, non, en fait, vous nous envoyez les 30 000, et après, nous, on vous envoie les 30 000.
On se dit, mais toi, c'est un fisc, c'est. En plus, enfin, noir sur blanc, c'est écrit qu'ils nous doivent 30 000, tu vois. Ok. On dit, c'est OK. On envoie 30 000. On attend. Un mois après, nos avocats, ils appellent, bon, bah, il se passe quoi, vous envoyez? Alors, en fait, on a recalculé et on pense que c'est 12 000. Et non, on m'a dit 30 000, on s'était dit d'accord. Et 12 000. Bah, OK, bon, bon, envoyez 12 000 maintenant et on verra plus tard pour le reste. Ah non, si on envoie 12 000 maintenant, c'est fini, quoi. Il n'y aura pas les 30 000. Donc, on commence à argumenter avec eux. Et après, il revient encore un mois plus tard. On a recalculé, maintenant, ça vaut 4 000. C'est quoi ce monde où vous décidez de baisser la somme? Et après, en plus, si vous voulez 4 000, maintenant, on faudra repasser par un audit complet, tu vois. Et en fait, il savait qu'il nous tenait. Et en fait, j'ai compris plus tard ce qui se passe. Le fisc UK, c'est le seul fisc, notamment dans la partie e-commerce, où en fait, leurs agents sont payés à la performance, tu vois. Ok. Donc les mecs, ils ont des coms. Donc en fait, ils ont envie d'avoir un beau PNL et d'être rentables, quoi. Ok. Et donc, on n'a jamais revu ces 30 000 pounds. On a insisté pendant 2 ans. Il dit, bah, pour aller au contentieux. Tu vas au contentieux, tu auras déjà pour 10 000 de frais d'avocat. Ça va prendre 6 mois. Donc, on s'est dit, bon, bah, on s'est fait avoir. On prend notre perte et on accepte. Donc, HMRC en dernier. Aussi, on s'est fait suspendre. On s'est fait suspendre il y a 3 ans. Sur Amazon, parce qu'en gros, ils envoient une notice à Amazon, HMRC, et l'Angleterre, en disant il y a une dette de TVA. Et ça, normalement, non, mais normalement, on est même en positif, tu vois, en principe. Et donc, on arrive à la période de Noël, ils ne travaillent pas pendant 2 semaines, donc t'attends, t'es suspendu pendant 2 semaines, ils t'en rien faire, t'as aucun accès à quoi que ce soit. T'appelles et dis, ah oui, effectivement, on a envoyé cette notice par erreur pour pas de vendeur, tu vois. Là, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Et ce qui est impressionnant aussi, je me souviens de ce moment-là, c'est en fait, ils peuvent admettre leur erreur, tu vois. Parce que sur Amazon, quand ils font une erreur, ils vont pas l'admettre parce qu'ils savent que légalement, tu vois, s'ils admettent qu'ils se sont trompés, ils ont un risque. Et quand t'es HMRC, quand t'es le fisc UK, t'en pas les couilles, tu peux dire, on va se pendant 2 semaines. Oups. Vous allez faire quoi? Vous allez nous faire un procès, allez-y, amusez-vous, tu vois. Donc le fisc anglais, le pire. bottom, et aussi on se prend un contrôle tous les ans. Enfin, pourquoi je sais pas, tous les ans. Donc maintenant on les passe à chaque fois. Tu leur as fait chier sur les 30 Mais je sais pas, maintenant tous les ans on se prend un contrôle, Ok. c'est chiant, tu vois. Même si t'es rigolo, c'est comme chiant. Donc 5e UK, je recommande pas. Si vous pouvez éviter HMRC, évitez-le. Qui serait en 4e? Je pense que la 4e, c'est Espagne. Espagne, ils sont pas méchants, mais ils sont juste incroyables casse-couilles. Si vous avez l'impression que la bureaucratie française, c'est chiant, l'Espagne, c'est incroyable. Tous les documents, il faut les apostiller, ou je sais pas comment on appelle ça, et que ce soit apostillé de moins de 15 jours. Et du coup, si tu viens en Thaïlande, là, le temps que tu shippes ton truc, tu l'expédies, le temps qu'ils le reçoivent, le temps qu'ils regardent, ça fait 3 semaines. C'est plus valable, tu vois. Ah, donc, quel monde, pourquoi est-ce que 3 semaines serait plus bon? Enfin, pourquoi t'as besoin de 15 jours? On ne sait pas. À un moment, ils nous ont retiré notre numéro de TVA. Ils ont dit, vous n'avez pas besoin de notre numéro de TVA. Mais si, on paye tous les mois de la TVA, on a besoin de notre numéro de TVA. 2 semaines pour toi, on reçoit. Pénalité, vous n'avez pas payé votre TVA. Vous venez notre bureau de... je rentre dans l'émotion. Le traumatisme. Donc l'Espagne, c'est quand même assez costaud. Et après, en 2e, 3e, je pense que tu mettrais égalité l'Italie et la France. L'Italie et la France, c'est encore beaucoup très à l'ancienne, tu vois. Où en gros, tu as facilement accès à un être humain, donc ça c'est cool, comparé à des pays comme même UK ou la Chine. Même Espagne, c'est un peu galère. Là, tu as facilement accès à un être humain qui, en gros, va juger assez facilement la situation. Tu vois. Si tu lui dis, ah, bah, on a fait une erreur, tu payes, généralement, ils vont faire sauter les pénalités, ils mettent le truc minimum. Donc, ils sont assez tranquilles de ce point de vue-là. Et tu peux régler pas de sans trop de problème. Donc, au final, France et Italie, ça va. Et mes préférés, même si on a quelques problèmes avec eux, c'est l'Allemagne. Où l'Allemagne, en fait, tu comprends pourquoi ils sont top en Europe. Tu vois. C'est vraiment, ils sont super rigolos. Tu peux avoir le mec au téléphone, le mec qui gère ton cas, tu peux l'avoir au téléphone n'importe quand dans la journée. Tu peux discuter exactement de quoi est le problème. Et je dis qu'on a des problèmes avec eux parce qu'en fait, on s'est fait suspendre sur Amazon encore une fois, mais cette fois par Exinzel d'Amazon, qui en fait, en gros, l'Allemagne a envoyé une notice à Amazon en disant qu'ils étaient en train de voir un truc avec nous et que 6 ou 2 mois, et ils recevaient une seconde notice de nous suspendre. Et Amazon, ils n'ont pas attendu. Ils ont suspendu. Ils abrutis. En plus, en l'occurrence, c'est l'Allemagne qui a mal calculé. Mais par contre, le gars, on l'a eu au téléphone, la journée, il nous a fait une attestation. Effectivement, j'encourage Amazon à rouvrir le compte. Okay. Ce que tu n'aurais pas avec une part des autres pays. Quoi. Ouais. Et ils sont assez réglo, ils sont assez humains. Et aussi, pour eux, c'est pas comme la France comme l'Italie ou la France où tu peux un peu discuter. C'est ça le tarif, c'est ça que tu payes et tout est très carré. Allemagne numéro 1, France-Italie ex-aequo numéro 2. Espagne 3-4 et UK c'est voleur dernier. Je l'attendais pas, il y avait un twist. Avec le UK quand même. Donc sur ce, on a terminé l'épisode. Si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous et laissez en commentaire le numéro d'abonnés que vous avez. Si vous nous regardez autre part, laissez-nous une petite évaluation 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine.